est un pays de paix, le Québec est une société de paix, c'est une société de tolérance, et tout ce qui perturbe le système, à un moment donné, le système le rejette. On vivait dans une situation où les motards étaient des criminels. Ils s'affichaient sur la rue en disant « J'en suis un et je vais continuer de l'être, je vais continuer de faire de l'argent sur le dos des consommateurs de drogue, puis je vais continuer à tuer pour garantir mon autonomie ou ma suprématie sur le territoire. » C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Alors que c'était extrêmement grave. Il n'y a pas beaucoup de communautés dans le monde où est-ce qu'on peut dire que les motards se sont affrontés sur un terrain devant des policiers et qui tenaient tête à la justice, tenaient tête aux policiers. Et chez les motards, on tente le moins possible d'attirer l'attention. Si on regarde l'histoire des motards dans les dernières années, c'est souvent que ce qui a attiré leur perte, c'est d'attirer l'attention des policiers, des médias et de la population québécoise en général. Ça faisait longtemps que la population demandait qu'il y ait des interventions policières énergiques qui soient faites. Il y avait plus de 100 crimes qui avaient été commis, il y avait des guerres de motards, il y a eu beaucoup de victimes. Les policiers interviennent finalement le 28 mars 2001 dans l'une des plus importantes et cruciales opérations policières de leur histoire. Ce jour-là, près de 2000 policiers de différentes organisations portent un très dur coup à l'organisation des Hells Angels. Printemps 2001, ça, c'est venu complètement scier les jambes des Hells Angels parce que là, on n'arrêtait pas les petits revendeurs de drogue dans les bars de Schlager-Maisonneuve ou de Verdun. On allait chercher les têtes dirigeantes qui ont à peu près toutes été ramassées, si tu me permets l'expression, la même journée. La grosse opération policière de printemps 2001 a arrêté tous les généraux de la guerre des motards, donc tous les nomades. On n'a pas touché aux autres chapitres au niveau de la guerre des motards parce que c'était le chapitre des nomades, c'était ceux qui étaient impliqués dans la guerre. C'est sûr que c'était des individus, si vous me permettez, assez fort calibre. Les membres en règle des nomades, les membres en règle, certains membres en règle des Rockers de Montréal, des gens impliqués dans le crime organisé depuis au-delà de 20 ans. Les accusations qui avaient été portées pour plus de 100 meurtres là, qui étaient recensés. Les ligues majeures de la criminalité, là, je ne sais pas, c'est pas des enfants de cœur. Au cours de l'enquête qui conduit à printemps 2001, les policiers découvrent des logements servant à la comptabilité des nomades. Sur la rue Beaubien, à Montréal, les personnes travaillant pour le compte des nomades fonctionnent avec 2 unités dans le même immeuble à condo afin de recevoir puis compter l'argent issu du commerce de stupéfiants. Plus ou moins entre 8h30 et 4h l'après-midi, des gens venaient porter des sommes d'argent, tantôt dans des boîtes, dans des sacs sport, dans des valises, dans des packs-sacs. Le job, c'était juste d'ouvrir la porte, prendre le sac, mettre le sac là. Il y a quelqu'un qui venait chercher la poche de hockey, qui a descendu à un autre appartement, il la comptait. Il mettait ça dans un petit livre, il prenait ça, mettait ça dans un autre appartement, mettait ça dans un coffre-fort. On a ramassé toute la comptabilité. Ça marchait tout par surnom. Mais il faut, à un moment donné, être capable de relier tel surnom correspondait à un tel, parce que c'était des gens du club affilié reliés au chapitre des Hells de Trois-Rivières ou de Sherbrooke qui venaient porter des grosses passes d'argent. On a pu voir vraiment l'ampleur et puis déterminer que c'était eux qui faisaient la vente au niveau de la rue pour les stupéfiants. Donc, des sommes colossales d'argent. À tous les jours, c'était des millions de dollars. La comptabilité qui a été saisie sur les lieux, qui était faite et mise à jour par le responsable de cette opération-là, démontre, sur une période de 8 mois, un profit de 100 millions de dollars. Avec l'opération Printemps 2001, les policiers avaient arrêté les membres principaux de l'organisation, ceux aux commandes de la guerre des motards. 8 ans plus tard, le 5 avril 2009, avec l'opération Shark, les policiers récidivent. Cette fois-ci en saisissant les bunkers des motards et en mettant sous les verrous les soldats de la guerre. La quasi-totalité des membres en règle des différents chapitres ont été arrêtés. Moi, je pense que la plus grosse frappe, ça a été printemps 2001 parce que là, on arrêtait tout le monde. On arrêtait tous les proches de Maurice Montboucher. Shark, c'était une autre paire de manches. Il y avait moins de vedettes, je dirais, au sein des Hells Angels qui ont été arrêtés, appréhendés à ce moment-là. Parce qu'il fallait quand même, on est dans une société de droit ici, là, il fallait quand même
que ce ne soit pas les méchants qui gagnent, c'est toujours bien la police qui est supposée d'être l'autorité suprême, pas une gang de motards. Pour conduire leurs enquêtes, accumuler de la preuve et porter des accusations, les policiers auront l'aide de délateurs, des témoins repentis, membres d'organisations criminelles. Comme Stéphane Godas-Gagné dans le procès de Mom Boucher, ils se mettent à table, non pas rongés par les remords, mais plutôt pour avoir la vie sauve. Danny Kane sera aussi l'un d'eux. Témoin de nombreux délits, il a aussi commis des meurtres pour les Hells Angels. Il travaillera pendant plusieurs années pour la police avant de s'enlever la vie avant le début des procès. Heureusement pour les enquêteurs, son témoignage a pu être présenté en cours. Et les délateurs, là, habituellement, quand ils décident de se mettre à table, c'est parce qu'ils sont rendus au bout du rouleau pour eux-mêmes. Et connaissant les règles dans cette organisation-là, ils savent très bien que lorsqu'ils arrivent à un certain point, ils vont se faire abattre comme ils en ont probablement abattu auparavant parce qu'ils sont devenus dangereux et que l'organisation ne peut plus prendre de chance de les laisser en vie. À l'intérieur des groupes criminalisés, on est sans pardon. Si quelqu'un commet une gaffe, si quelqu'un trahit l'organisation, le châtiment ultime, c'est l'exécution et il n'y a pas de procès. C'est une balle dans la tête puis ça se termine comme ça. Il y a encore, aujourd'hui, malgré toutes les opérations, malgré toutes les mises en accusation, comment ça fait qu'on a encore des gens qui s'affichent et qui disent « Moi, je fais partie d'une organisation considérée comme étant criminelle. » Parce que l'objectif des motards, c'est pas de se promener en bicycle.